Les agresseurs sont les agressés. Les garants de l'ordre sont l'origine du désordre. C'est dans le journal du dimanche que Gérald Darmanin a accusé l'extrême gauche de verser dans le terrorisme intellectuel. Il visait avec ce terme, Mathieu Bock-Côté, ceux qui soutiennent les violences antipolicières ou qui se montrent complaisants avec elles. En quoi ce terme de terrorisme intellectuel peut-il impacter notre vie quotidienne? Parce qu'il s'agit d'un concept, Gérald Darmanin en propose une définition circonscrite, on pourrait dire adaptée aux circonstances, en disant c'est l'inversion des valeurs qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on célèbre le casseur, on célèbre l'agresseur en fait, et on diabolise l'agressé étant le policier, il ne faut pas l'oublier, dans le pays des violences antipolicières qu'est la France, eh bien, cette espèce d'inversion des valeurs, dans un pays où on peut saccager une faculté comme on l'a vu à Bordeaux, on peut tabasser un militant de l'UNI sans que ça ne suscite l'indignation, donc il décrit un climat de complaisance pour la violence d'extrême gauche. Et c'est un bon usage, je crois, de ce concept. Mais ce qui m'a frappé lorsqu'il l'a utilisé, c'est que c'est un concept qui n'est pas neuf, terrorisme intellectuel, qui a une histoire et qui permet justement de comprendre d'où nous vient, certains diraient ce relativisme, d'autres diraient cette inversion des valeurs, d'autres diraient cette diabolisation de la France, tout simplement, cette volonté de cracher sur la France pour se grandir soi-même. C'est un concept qui a une histoire et je me suis dit que c'était peut-être pas inutile de passer par l'histoire pour voir ce qu'il a décrit historiquement et ce qu'il décrit aujourd'hui. Alors, si on veut trouver le point d'origine de ce concept, il nous vient de Jean Sévilla. Jean Sévilla, qui est un journaliste, un historien, qui a écrit en 2000 un livre qui a pour titre, vous le devinez, Le terrorisme intellectuel. Et il faut le dire, c'est un livre courageux à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement où il est possible désormais de mener, même minoritaire, la bataille contre le politiquement correct, contre l'idéologie dominante dans les médias. Bon, mais ramenez-vous, il y a 20 ans, Jean Sévilla publie ce texte-là, ce livre-là, Le terrorisme intellectuel, et il retrace comment, depuis la fin de la guerre, globalement, on a assisté à la mise en place d'une hégémonie idéologique de la gauche radicale sur l'ensemble du débat public qui a permis à la gauche radicale et idéologique de distribuer les permis de parole ou les obligations de se taire. Disons ça comme ça. Il note finalement comment, en 1945, c'est tragique, c'est que l'extrême gauche confisque la victoire contre le fascisme et le nazisme, confisque la victoire en disant finalement, nous allons nous être les seuls interprètes légitimes de la parole publique. Donc les gaullistes laissés de côté à certains égards, les conservateurs laissés de côté, les libéraux laissés de côté, c'est la gauche qui avait le monopole pour la distribution des permis de parole et de respectabilité. Et il raconte comment, donc depuis 1945, il y a une forme de consensus idéologique qui s'établit, toujours autour de la même matrice. C'est une interprétation falsifiée du fascisme, parce qu'on en a souvent parlé ici, le fascisme étant considéré comme le mal politique suprême dans nos sociétés. Si vous parvenez à coller cette étiquette-là à quelqu'un, ou si vous parvenez à faire en sorte que chacun ait peur de se faire coller cette étiquette, s'il va contre la gauche idéologique, s'il va contre l'idéologie dominante du moment, si vous avez le contrôle sur cette étiquette, puis aujourd'hui on dirait racisme, on dirait les différentes phobies, j'y reviendrai, si vous avez le contrôle de l'étiquette du mal absolu, vous êtes capable d'exercer une véritable terreur, justement, terrorisme, terreur, dans la vie des idées, dans la vie médiatique. Et ce que nous racontait donc Sévilla là-dedans, c'était l'histoire d'une hégémonie idéologique. Ensuite, le contenu de l'hégémonie a changé avec les années. Auparavant, il fallait faire des salam-alek devant le communisme. Ensuite, aujourd'hui, c'est devant l'idéologie de la diversité. Donc, le contenu de l'idéologie a changé. Mais la méthode est demeurée la même. Il s'agit toujours de faire taire le contradicteur. Je me permets de citer une phrase de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, sainte Simone de Beauvoir, qui nous montre bien ce qu'on pourrait dire la psychologie du terrorisme intellectuel. Je cite. « La vérité est une. Seule l'erreur est multiple. Ce n'est pas un hasard si la droite professe le pluralisme. » Est-ce qu'on pourrait la répéter celle-là assez souvent? Donc, on est vraiment dans la logique du monopole du vrai, du bien et du juste. Et si vous êtes en désaccord avec la gauche, selon son dogme du moment, vous devenez dès lors un infréquentable. Alors, que disait Sévilla dans son livre à propos justement de ce terrorisme intellectuel? J'en donne la définition, je trouve ça bien. C'est un système totalitaire, mais de totalitarisme patelin, hypocrite, insidieux. Il vise à ôter la parole au contradicteur, devenu une bête à abattre. Eh bien, franchement, on appelle ça aujourd'hui le politiquement correct. On appelle ça cette manie de faire taire. On appelle ça cette cette espèce de confiscation du débat exercée par, globalement, finalement, une petite clique d'intellectuels de gauche qui, ensuite, leur discours percole médiatiquement et qui font en sorte que, finalement, une peur règne dans les médias. Quand je parle de climat de terreur, si vous n'avez pas envie de vous faire coller les sales étiquettes de la gauche, parce que c'est une sale étiquette qui revient toujours, là, vous serez d'extrême droite, fasciste, tout ça, ben,
Sévilla nous racontait ça. On arrive à Darmanin aujourd'hui, parce que c'est pas sans intérêt. Darmanin, en reprenant ce concept, réfère en fait à cette longue histoire de la diabolisation du débat public par la gauche intellectuelle. Et pour ce qui est des méthodes, elles sont nombreuses. On est obligé de mettre intellectuel? Oui, parce que c'est une catégorie sociale. Le mot intellectuel, pour moi, veut rien dire de bien ou de mal. Je note qu'il y a un milieu qui s'autoproclame intellectuel et qui, normalement, se trompe à répétition et voit dans chacune de ses erreurs la preuve qu'il a raison. Parce que quand on voit la définition même du mot terrorisme, on n'est déjà pas loin. Hein, ah, mais je suis absolument d'accord. Sans même rajouter intellectuel. Et quelles sont les méthodes, justement, de ce terrorisme intellectuel? Alors, je le disais plus tôt, c'est l'antifascisme caricatural, falsifié, qui pousse la définition du fascisme jusqu'au gaullisme, jusqu'au centrisme, jusqu'à la social-démocratie. Bon. Mais alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'utilisation récurrente, débile, du terme extrême droite en toutes circonstances. D'ailleurs, je vous le donne en mille, c'est merveilleux. Dans le journal 20 minutes, ça ne s'invente pas. Le journal 20 minutes veut décrypter l'utilisation du concept de terrorisme intellectuel par Darmanin. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un décryptage. Vous savez, le décryptage, les gens qui sont censés nous dire la vérité derrière la scène publique. Ils nous disent que c'est un concept d'extrême droite, inventé par Jean Sévilla, récupéré par Marion Maréchal et utilisé. Et là, on le fait autrement dit. Utilisé par Mathieu Bock-Côté. Eh bien, ça aboutit là, mais ça, c'est là que viennent mourir les concepts ou renaître de la pire des manières. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment même de nommer ce concept, eh bien, on le diabolise. Et c'est ça, finalement, le terrorisme intellectuel. Ne parlez pas librement, parce qu'alors, on vous collera une réputation dégueulasse. Ça va plus loin. Les méthodes, bon, l'extrême droitisation, la psychiatrisation. Il faut jamais oublier, en Union soviétique, comment on traitait les dissidents? On ne disait pas, vous aviez tort. On expliquait que vous étiez un malade mental. Vous étiez contre la révolution, il fallait avoir un traitement. La contre-révolution était traitée psychiatriquement. Mais aujourd'hui, si vous êtes en désaccord avec toutes les idéologies à la mode, vous êtes un phobe inévitablement. Vous accumulez les phobies, il vous en manque pas une. Et les phobies, on les multiplie, ça il faut une espèce de coefficient exponentiel, ça se multiplie toujours. Donc dès que vous êtes en désaccord avec le nouveau progrès sociétal du jour, vous êtes un phobe. Il y a aussi, ça c'est intéressant, la diabolisation et le détournement de l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toujours on vous ramène au fascisme ou au nazisme, dis-je. Donc, peu importe ce que vous faites au temps présent, on vous explique quand c'est le retour du fascisme longtemps refoulé qui vous sauterait au visage aujourd'hui. Et donc, il faudra être vigilant, comme le demande Edwy Plenel, la vigilance contre l'éternel retour du passé. Il y a l'accusation de conspirationnisme qui est un peu plus... Ça, c'est nouveau, ça. C'était pas le cas à l'époque. Donc, dès que vous nommez une entreprise politique ou idéologique qui consiste à faire taire des gens, vous nommez un processus historique, par exemple, de changement de population en France ou ailleurs, on vous dira « Ah ah! Vous êtes dans le conspirationnisme. » Si vous doutiez à certains moments de certaines mesures COVID, rappelez-vous, pendant la crise de la COVID, on a même trouvé le moyen de réinventer l'extrême droite à la sauce critique des mesures sanitaires. Il fallait y penser quand même, mais ils y ont pensé. Les méthodes, il y a aussi la dimension juridique. Hein. Il suffit de dire un mot de trop pour se retrouver devant la 17e chambre. Il y a toujours une association qui est disponible d'une manière ou de l'autre pour porter plainte contre vous. Donc, c'est le contrôle juridique de la liberté d'expression. Il y a aussi le contrôle, la violence. La violence. Quand on a une attaque contre une librairie, quand on a une attaque contre un parti de droite dit populiste ou conservatrice, est-ce qu'on en fait la première page dans les journaux? Non, on n'en fait pas la première page dans les journaux. Quand les milices d'extrême gauche se jettent pour faire taire quelqu'un, on n'en parle pas. Ça participe à ce climat de terrorisme intellectuel. Il y a aussi la complicité des médias. Ça, je pense que c'est fondamental. Les médias ont toujours la même méthode. Hein. Ils vont parler d'un homme politique ou, je ne sais pas, d'un intellectuel. Ils vont dire « Monsieur X » ou « Monsieur Z », par exemple, condamné à 3 reprises pour trouver le propos de la condamnation qui relevait du procès politique. Qu'est-ce qui se joue à travers ça? C'est une manière de créer un climat où si vous risquez un propos vaguement dissident, on vous le fera payer économiquement, socialement, vous risquez de ne plus pouvoir travailler, ou alors vous serez condamné à la marge de telle manière qu'à jamais, ça c'est la pire des choses, on pourra parler de vous, mais jamais vous donner la parole. Donc les méthodes du terrorisme intellectuel, c'est ce qu'on pourrait appeler des méthodes de l'inquisition réinventée, de l'ostracisme nouveau genre, des méthodes en fait de bannissement public.